Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour. Vous êtes en Suisse pour le 15e anniversaire du club de la presse de Guy Métan, mais c'est aussi le 10e anniversaire de l'entrée de la Suisse dans l'ONU. Vous étiez là, vous avez joué un rôle très important. J'ai prononcé le discours inaugural pour accueillir nos amis suisses aux Nations Unies. La première surprise pour moi, c'était qu'ils n'en fussent pas partis depuis déjà bien longtemps. Mais voilà, c'était l'occasion de donner toutes ces lettres de noblesse à ce grand jour. Septembre 2002, j'ai retrouvé le discours, je vous le redonne, parce que quand on a prononcé un discours en général, on l'a un peu en tête. Si vous y jetez un œil, je suis sûr qu'il y a tel ou tel passage, c'était un moment très solennel. Alors, très solennel, bien sûr. Vous citez par exemple les grands créateurs qui ont trouvé refuge en Suisse. Je crois que vous citez Chaplin, Balthus et d'autres. Nabokov. Vous parlez des liens très anciens entre les deux pays. Oui, c'est une histoire très forte, c'est une histoire à la fois d'amitié, c'est une histoire d'intelligence. Quand on se souvient le rôle de nos intellectuels des Lumières, ici en Suisse, le groupe de Copé, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, la Suisse a pour nous un rôle particulier parce que c'est un aiguillon de liberté. Les Français sont très fiers d'être la patrie des droits de l'homme, le pays de 1789. La vérité, c'est que nous avons très peu goûté la liberté. Et la Suisse, c'est une formidable bouffée d'oxygène parce que c'est cet exemple inouï depuis bien longtemps, depuis la démocratie antique, d'une démocratie directe. Vous dites dans le discours une chose incroyable, vous dites que la Suisse est le seul pays qui a voté, le peuple a voté pour l'adhésion, par référendum populaire, aucun autre. Non, et d'ailleurs c'est en cela que c'est une grande exception européenne. La désaffection aujourd'hui des Européens vis-à-vis de l'Europe tient justement à ce manque de légitimité de l'Europe. La Suisse, avec beaucoup d'aléas, un certain nombre de référendums qui ont fait du bruit, qui ont été contestés, qui ont même été vus comme des résurgences populistes, malgré tout traduisent la volonté de faire en sorte que le peuple avance en même temps que son gouvernement. Et je crois que c'est une idée très moderne. Et est-ce qu'on s'aime vraiment? Quand on est voisins, déjà, en général, on ne s'aime pas. Hein. Ça crée plutôt des frictions qu'autre chose. Il y a un grand pays, il y a un plus petit pays. Les Suisses ont souvent l'impression que vous êtes un peu, vous les Français en général, un peu condescendants, vous tapez sur l'épaule, il y a nos amis suisses. Vous savez ça, vous vous rendez compte de ça. Il y a une part de vérité pour beaucoup de Français, pour beaucoup de Suisses. Il y a sans doute une part de vérité, mais personne ne peut oublier que le premier problème de la France aujourd'hui, c'est que les Français ne s'aiment pas entre eux. Donc, de ce point de vue, la Suisse, comme nos amis belges d'ailleurs, joue un rôle particulier parce qu'ils sont un lien entre nous-mêmes et nous-mêmes. Ils nous permettent de mieux nous parler, ils créent une sorte d'huile. Et je le dis souvent, chaque fois que j'arrive en Suisse, je ressens physiquement ce qu'est la liberté. Physiquement. Parce que la liberté, il ne faut pas se tromper, c'est pas un concept, ça se touche, ça se sent. Ça demande de la discipline, ça demande de l'exigence collective, ça demande une volonté commune. Et ça, c'est une réalité du quotidien en Suisse. Alors, il y a... La petite démocratie locale, ce mécanisme, c'est très loin de la France, hein, qui est quand même encore tellement centralisé. Nous avons cette division historique entre Girondins et Montagnards. La Suisse a réconcilié tout cela, le local, le national, voire le mondial, puisque la Suisse tutoie tout ce qui est grand dans ce monde, en matière financière et autres. Davos, le World Economic Forum... Et justement, pour moi, c'était particulièrement touchant de présider, d'amener la Suisse sur les fonds baptismaux des Nations Unies, parce que j'ai toujours pensé que la Suisse peut-être négligeait le rôle qu'elle avait à jouer sur le plan de la politique mondiale. Vous savez, le monde, il a besoin de bon sens, il a besoin de sérénité, il a besoin de générosité. Et je suis convaincu que si la Suisse faisait ce qu'elle fait en matière économique dans le domaine diplomatique. Il lui est arrivé de prendre des initiatives. J'ai travaillé avec Mme Calmiret, par exemple, sur la libération d'otages, notamment Ingrid Betancourt en Amérique latine, ou d'autres initiatives sur le Proche-Orient. Mais si la Suisse s'investissait, s'il y avait en Suisse un grand think tank pour penser à un monde qui bouge, et disons la vérité, auquel plus personne ne comprend rien, eh bien, la Suisse serait dans sa vocation. Connaissance personnelle aussi, hein. Vous avez habité, vous avez vécu en Suisse, vous y êtes venu beaucoup, dans quelle région sans être trop précis? Du côté de Villars-sur-Olon, j'ai traîné mes guêtres et enfant, je suis venu et revenu, et toujours avec un immense bonheur, parce que tout à coup, en s'élevant vers les cimes, tout devient plus léger. Le goût de la Suisse, c'est quoi? Les saveurs, les odeurs, les mots?
C'est une proximité, c'est les mots, oui. Nicolas Bouvier, beaucoup d'autres auteurs, cinéastes, Alain Tanner. J'aime cette simplicité. Et vous parliez tout à l'heure de ce qui est parfois un défaut français, ou qu'on le reconnaît à la France, qui est de se prendre trop au sérieux, une forme d'arrogance. Il y a une évidence de la relation humaine en Suisse qui me touche. On est de plein pied avec l'autre. Monsieur le Premier ministre, on va parler de votre expérience de gouvernement, de vos souvenirs politiques, de la langue française qui compte tellement pour vous, des rapports internationaux, de l'Irak, c'était votre fameux discours, de Jacques Chirac, de tous les hommes politiques que vous avez pratiqués, aimés, détestés, c'est la règle. Oh, détesté très peu. Jamais. Très peu. Les mots, d'abord, c'est vrai que c'est peut-être ce qui vous a fait connaître le plus, le fameux discours à l'ONU, on y revient, où vous dites non à l'intervention américaine en Irak. Un discours de Dominique de Villepin, ça se prépare comment ? Ça se mûrit d'abord dans une réflexion solitaire, une réflexion intérieure. Ça s'accouche sur le papier à travers beaucoup de ratures, beaucoup de brouillons. Vous écrivez en marchant, comme beaucoup Oui, Qu'est-ce que vous faites ? Beaucoup. Hein ? Je soliloque et j'aime cette idée qu'un discours se construit jusqu'au moment où il tient debout. J'avais un grand ami, poète libanais, francophone, Georges Chéadé, qui construisait ses poèmes dans sa tête. Et il n'accouchait le poème sur le papier que quand le poème avait trouvé sa forme définitive. C'est le galet poli par la mer. Et il y a une évidence de la langue quand elle subit les assauts du temps, quand elle subit les assauts de la recherche de la bonne idée. Il y a une évidence du discours comme il y a une évidence du poème. Ensuite, vous écrivez au stylo, à l'ordinateur, comment ? Alors, j'écris au stylo, et puis je me confronte. J'aime bien l'idée de discuter de l'articulation d'un discours. Est-ce assez convaincant ? Comment faire passer un message ? On a parfois le sentiment qu'on a trouvé le mot juste. On a parfois le sentiment d'avoir trouvé le raisonnement juste. Mais ce raisonnement, il est parfois trop abstrait, il est parfois trop intellectuel. Donc il faut soumettre cela au rouleau compresseur de la vie de l'autre, au jugement parfois dur. Donc oui, faire un discours, c'est commencer et beaucoup recommencer. Une bande dessinée célèbre vous représente, s'appelle Quai d'Orsay, surtout vos années comme chef de la diplomatie française. Alors, elle vous présente de manière un peu partagée, quelqu'un de très brillant, mais d'un peu fou, un peu cinglé même, très littéraire, très brillant, justement épuisant ses collaborateurs en leur soumettant les discours, en leur parlant de livres grecs et latins. C'était vous, ça, vraiment, c'est vous ? Oui, vous savez, il y a un très beau livre qui sort ces jours-ci des anciens collaborateurs, Bruno Le Maire, sur un grand chef d'orchestre, Carlos Kleiber. Et Carlos Kleiber avait pour caractéristique d'épuiser ses musiciens parce qu'il pensait qu'une fois épuisé, l'orchestre allait trouver la note juste. Et pour ça, il fallait les soumettre à coups de baguette pour arriver justement à trouver ce son si difficile à trouver. Eh bien, collaborateur, c'est pareil. Il n'y a que pousser dans ses retranchements, pousser au-delà de toutes les ressources de son imagination et de son intelligence, que le collaborateur finit par donner le meilleur de lui-même, une fois de plus dans son évidence. Et c'est ce qui est si difficile dans un travail d'équipe, comme le travail ministériel, c'est que ce n'est pas le ministre en haut et puis les autres en bas, c'est tous ensemble, avec le même objectif, mais le ministre a pour objectif d'entraîner. Et pour entraîner, il faut stimuler, et donc il faut faire rire, il faut parfois être gargantuesque, rabelaisien. C'est une énergie physique, on vous représente alors totalement claquant physique. les portes, arrivant avec pour être franc, la bande dessinée est même un coup en dessous de la réalité. Qu'est-ce que vous faites de pire alors ? C'est un phalanstère. Donc il faut faire en sorte que des individus qui ne sont pas préparés à ça acceptent de consacrer 20 heures de leur vie par jour, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, au service de l'intérêt général. Vous savez, c'est pas demander à n'importe quel banquier, demander à n'importe quel industriel, c'est pas quelque chose qu'on obtient comme ça. Et ils le font par affection pour quelqu'un qu'ils estiment, mais surtout qu'ils ne comprennent pas parce qu'il échappe à toute rationalité. Et un bon ministre, c'est celui qui échappe à toutes les cases, à toutes les lois. C'est tellement facile de dire « faites-moi une note ». Et on se dit « bon, ben voilà, le ministre va la lire, il sera content ». Non, il faut qu'il sache que le ministre, quoi qu'il arrive, ne sera pas content, mais qu'ils ont intérêt à faire en sorte qu'il soit un peu plus content que la dernière fois. Ces fameuses notes, les éléments de langage, en Suisse on dit les Sprachregelung qui arrivent pour les conseillers fédéraux, c'est quoi ? C'est souvent une petite note, et puis certains ministres paresseux dans le monde lisent simplement ce qu'on leur a préparé.
Oui, mais c'est souvent une simple note préparée par un collaborateur et qui fait l'objet donc d'un échange entre ce collaborateur et le ministre. Moi, c'est 100 fois que la navette se faisait, parce que c'est jamais ça. Ouais. Oui, parce que ma conviction, c'est que la diplomatie, c'est un travail qui consiste à creuser. D'abord à creuser en soi, creuser une idée. Et au bout de ce travail, tout à coup, cette idée, elle est partagée et partageable. Donc il y a un travail formidable à faire autour de la langue pour arriver à rendre cette idée communicante. Et épuisement des collaborateurs qui peut être fructueux, épuisement du chef, du patron, du ministre aussi, ça vaut ça Ah non, vous vous préservez, vous? Non, pas du tout, parce que le travail, il faut donner l'exemple, vous savez, c'est comme un bon lieutenant, il faut être devant ces hommes. Mais moi, j'y apportais, outre l'énergie, le bonheur, la joie. Et c'est pour ça, ce que traduit bien la bande dessinée, c'est que tout ça se fait dans une distance par rapport à soi-même, une ironie par rapport à soi-même, mais une joie partagée. Parce qu'il faut, quand vous demandez à quelqu'un de travailler 20 heures par jour pour vous, il faut qu'il y ait un plaisir. Il faut qu'il y ait quelque chose de formidable. Donc, c'est une expérience, une aventure commune. Être Premier ministre d'une puissance nucléaire qui a un rôle aussi important que la France, on est dans le carré des quelques, peut-être 10 pays qui ont cette importance-là, c'est épuisant. Oui, c'est surtout, et c'est ce que j'ai ressenti depuis le premier jour quand Jacques Chirac m'a demandé de devenir son secrétaire général à l'Élysée en 1995, c'est surtout une inquiétude permanente. Moi, je l'ai souvent dit, quand Jacques Chirac a été élu président de la République, je voyais la foule en liesse, je voyais Jacques Chirac au balcon faire des vœux de victoire. Et à ce moment-là, je sentais un poids sur mes épaules, une tristesse, une inquiétude. L'inquiétude, c'est quoi? La peur de quoi? Alors, d'abord, il y a la peur de ne pas décevoir, il y a la peur de ne pas être à la hauteur du défi. Et puis surtout, il y a le poids de l'histoire. Vous savez, quand vous arrivez à ces postes de responsabilité, vous ne pouvez pas ignorer l'histoire. Vous savez que d'autres avant vous ont essayé. Vous savez que d'autres avant vous ont échoué. Vous savez que la complexité des choses échappe au discours politique. Vous savez, faire un discours aux Français, aux Américains, pour préparer une échéance électorale, c'est une chose. On promet tout et n'importe quoi. La réalité est effroyablement plus complexe. On le voit aujourd'hui avec François Hollande confronté aux réalités quotidiennes. C'est un bon président, c'est un bon début de mandat. Mais c'est effroyablement difficile. C'est quelqu'un qui, pour être un grand homme d'État, doit accepter de raboter ses promesses pour les ramener à minima. Vous qui êtes dans la grande expression, un président aussi terne peut-être, c'est pas décevant? Terne, je ne dirais pas, parce que d'abord c'est trop tôt, puis je ne crois pas que ce soit le fond de son tempérament. Devenir président, c'est quelque chose qui demande un peu de temps. Il faut prendre ses marques, c'est pas quelque chose de facile. Quelqu'un qui d'emblée épouserait la fonction présidentielle, ce serait quelqu'un qui aurait une haute idée de lui-même et parfois un peu présomptueuse. Les grands modèles, c'est qui? Vous dites on observe l'histoire quand on est dans ces postes de responsabilité. Les grands modèles pour la France, et c'est passionnant parce que de ce point de vue-là, nous avons une tradition spécifique. Ce sont les serviteurs de l'État, ce sont les hommes d'État. Vous savez, en France, il y a deux catégories d'hommes politiques. Il y a les hommes politiques qui tirent leur pouvoir et leur légitimité du suffrage universel. L'un n'exclut pas l'autre, d'ailleurs. Mais il y a les serviteurs de l'État, il y a les hommes d'État. Pour qui on imagine quoi? De Gaulle? De Gaulle, oui, la grande tradition, hein, vous savez, Napoléon, De Gaulle, Poincaré, Clémenceau, et on commence à Jeanne d'Arc. L'État d'abord. De Gaulle et vous, on se dit qu'il y a certainement certaines sympathies. Le rêve du retour, franchement, ça doit vous titiller, non? Oui, vous savez, le rêve du retour chez De Gaulle, il faut beaucoup réfléchir autour de ce qui s'est passé sous la 4e et en 1958. C'est plus le rêve de l'histoire et de l'histoire de France. Il a été désespéré, De Gaulle. Hein, désespéré, oui. Bah, vous savez, à Colombey, quand il travaillait sur ses mémoires, c'est plus l'idée de se dire, et si tout à coup la France était condamnée? C'était pas, et si De Gaulle ne revenait pas? C'est si la France ne revenait pas? Et si tout à coup nous étions une puissance ordinaire qui n'avait plus rien à dire? Donc je crois que c'est ça qui hantait le général De Gaulle, et c'est ça qui aujourd'hui hante tout responsable public. De Gaulle, Napoléon? De Gaulle, Napoléon, bien sûr. Oui, quelque chose dans l'âme de la France qui ne peut se structurer que dans l'intérêt général. Vous comprenez que pour nous, Suisses, tout ça paraît souvent un peu martien. Oui. Vous savez qu'on a des hommes politiques qui, au contraire, se font discrets, souvent parlent mal, et c'est mieux qu'ils parlent mal qu'ils ne parlent trop bien. Certains chez nous ont essayé. Voilà. Vous comprenez cette distance? Oui, je comprends très bien. Mais ce que je sais aussi de l'histoire de France, c'est que nous sommes un pays qui en permanence est soumis à des forces centrifuges, centripètes et qui est menacé d'éclatement. Je le disais tout à l'heure, les Français ne s'aiment pas. Pour arriver à rassembler les Français,
il n'y a que l'État. Ne l'oublions pas, en France, l'État a précédé la nation. Donc l'État, le service public, l'intérêt général, le dépassement de la communauté nationale par une idée qui est plus grande que nous, c'est la seule façon de rester ensemble. Jacques Chirac, c'est un homme qui a énormément compté pour vous, hein, il vous a donné sa confiance. Qu'est-ce que vous lui devez ? D'abord, c'est une immense affection que j'éprouve pour lui. Et ensuite, j'ai vu cet homme changer au contact de la responsabilité. Jacques Chirac, maire de Paris, n'est pas Jacques Chirac, chef de l'État. On a beaucoup glosé sur l'immobilisme de la période Chirac. C'est complètement oublié la préoccupation quotidienne pour Jacques Chirac, qui est une préoccupation d'ailleurs qu'il avait héritée de Georges Pompidou, qui était un de ses maîtres, qui est de faire la synthèse du tempérament français, d'essayer d'équilibrer en permanence les forces de France avec cette idée qu'il y avait des caps à passer. Rappelez-vous le discours du Veldiv, rappelez-vous la décision ô combien difficile de reprendre les essais nucléaires, rappelez-vous la décision de reprendre le pont de Berbania, qui est le point de départ de la reconquête en Bosnie. Il y a des images du jeune Chirac qui sont saisissantes, hein, vraiment une énergie de jeune loup, un appétit de la vie qui est inouï. C'était lui, ça aussi ? Alors c'est lui. Et cet homme a apaisé toutes les pulsions, a apaisé tous les appétits, a apaisé toutes les ambitions. Et Jacques Chirac, chef d'État, c'est un homme qui est totalement ouvert sur la communauté nationale et sur les autres. Jusque dans son quotidien, alors les biographes, est-ce que c'est vrai ou non, ce côté de manger 4 fois par jour, de boire, d'être aussi dans l'appétit de la vie ? Je me rappelle les conseils européens, nous prenions l'avion pour nous rendre au conseil, et ça commençait à 8h30 le matin par des plats de charcuterie, on y allait à la bière. Donc oui, c'est quelqu'un qui aimait la vie, qui aime la vie à pleines dents, qui aime partager. Parce qu'il n'aimait pas manger seul, il fallait toujours quelqu'un avec lequel il puisse partager. Donc oui, c'est une nature. C'est une nature rabelaisienne, pantagruélesque, totalement dans la tradition française, mais en même temps, c'est quelqu'un qui avait un esprit de finesse, une ouverture sur l'autre, une compréhension, une disponibilité. C'est quelqu'un qui était soucieux de l'autre. Dominique de Villepin, les années de Premier ministre, ensuite il y a le moment où ça s'arrête. On se dit toujours quand ça on est... s'arrête toujours. Pour tout le monde. C'est comment le premier soir où on rentre chez soi et qu'on n'est plus ? C'est formidable. Vraiment ? Ah oui, écoutez, moi je peux vous dire que le retour... Je suis rentré de Matignon à mon domicile, dans le 17e arrondissement. Et pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai eu la joie de dire à mes officiers de sécurité, écoutez, rentrez chez vous. Et je suis parti à pied déjeuner avec mon épouse. Ce sentiment de liberté, ça équivaut en gros au sentiment que peut éprouver un prisonnier qui sort de quelques années de prison. Vous êtes tout à coup rendu à la vie ordinaire. Vous savez, il y a une joie qu'ignore le citoyen, qui est d'être anonyme. Pouvoir marcher dans la rue, aller dans un bistrot, c'est une joie qui est souvent difficile en France pour un homme public. Vous êtes dans un restaurant, tout le monde vous regarde, ça vous coupe l'appétit. C'est difficile. Il n'y a pas de déprime vraiment de devoir tout à coup accomplir des petites tâches moins gratifiantes. Moi, je l'ai connu, enfin, mon cas est peut-être un peu singulier, mais j'ai connu le pouvoir suffisamment longtemps et dans des conditions suffisamment difficiles pour éprouver un immense bonheur à tourner la page. Vue de Suisse, on ne va pas entrer dans les finasseries de politique française qui nous intéressent modérément, mais enfin il y a ce conflit entre Copé et Fillon. Ces deux images de la droite en France, c'est vraiment deux tendances ou c'est deux hommes seulement ? Non, c'est deux tempéraments d'abord, deux traditions ensuite. Donc ils ont chacun un regard sur la politique. Comment les définir d'un mot ? L'ancien ministre François Fillon et puis Jean-François Copé ? Mais ils se définissent assez bien l'un et l'autre. Quand François Fillon parle de sérénité, d'équilibre, il est bien dans cette tradition-là. Quand il fait référence à Pompidou, il est bien dans cette tradition-là. Jean-François Copé est plus dans la tradition chiracienne, de l'énergie, de l'appétit, de l'envie, un goût immodéré de la politique. Votre sympathie alors va plutôt au second ? Moi j'ai davantage travaillé avec Jean-François Copé, qui a été mon ministre du budget, qu'avec François Fillon, qui a été mon collègue au gouvernement quand il était ministre de l'Éducation. Je dois dire que Jean-François Copé m'a surpris comme ministre, parce qu'il était un des rares ministres efficaces,
c'est-à-dire un homme à qui vous pouvez tout demander et qui, dans les délais les plus brefs, vous fait sans proposition et a l'énergie d'être toujours présent. François Fillon a d'autres qualités. Il a montré qu'il savait durer en politique. C'est une immense qualité. Il l'a fait pendant 5 ans comme Premier ministre de Sarkozy. L'échec de Nicolas Sarkozy, tout le monde a scruté ce visage-là. Vous avez été son ennemi. Quand vous l'avez regardé... Je n'ai pas été son ennemi. La vie et l'histoire... Voilà, nous ne sommes pas retrouvés dans les 5 années. C'est un choix qui était le sien. Quand vous avez regardé son visage au moment de la défaite, vous avez pensé quoi? Je pense que peut-être mieux que d'autres, j'ai pu comprendre ce qu'il ressentait. Cette solitude très grande, ce sentiment d'ingratitude qu'on peut éprouver quand on quitte le pouvoir, qu'on s'est battu, qu'on a donné beaucoup de choses, et tout à coup, on est rendu à une liberté qui peut vous paraître étroite. Est-ce qu'il peut revenir, Nicolas Sarkozy? Alors ça, c'est le mystère français, oui, bien sûr. Ouais. Je dirais même qu'aujourd'hui, et la droite et la gauche lui écrivent un scénario possible tout à fait extraordinaire, tout à fait inouï. La France est friande de ces situations. C'est-à-dire quoi, une crise, un possible retour? Une sorte de vide qui semble tout à coup comme un appel. Alors après, il faut qu'il ait envie, il faut qu'il sache le gérer, c'est difficile. Gérer le temps, c'est difficile. Gérer la distance. Admiratif, ou en tout cas compréhensif. Moi j'aime l'histoire. L'animal politique aussi. Non, mais j'aime l'histoire, et vous savez, il se trouve que c'est moi qui ai ramené Nicolas Sarkozy dans le jeu politique, donc je le connais bien, et je connais ses qualités, comme je connais quelques-uns de ses défauts. Mais c'est l'histoire. Et aujourd'hui, l'histoire lui laisse un rôle possible, lui laisse une place possible. Alors après, une fois de plus, au-delà des circonstances, il faut être à la hauteur de l'histoire. Dominique de Villepin, ce qui nous lie, Suisse et Français, Suisse roman en tout cas, c'est la langue, hein, le français. C'est un personnage chez vous très important, on le sent bien, hein, il y a une passion de la langue. Le plus beau mot, c'est quoi pour vous, par exemple? Le plus beau mot de la langue française? De la langue française? Ouais. Amour. Amour. Vous écrivez des poèmes toujours? Oui, bien sûr. Oui, depuis l'enfance. Je le dois à ma mère qui, parce que nous vivions dans des pays qui n'étaient pas des pays de langue française. Vous êtes né en Afrique du Nord? Je suis né en Afrique du Nord, mais j'ai grandi en Amérique latine. Et donc, pour moi, le français, c'était la langue de ma terre. Et donc, plonger en soi, écrire, c'était retrouver cette terre. C'est l'éternel retour de l'exilé qui revient par la langue chez lui. Donc oui, j'ai un attachement formidable à la langue. Ça vous a aidé, ça, dans le pouvoir? Oui, ça m'a aidé parce que j'ai toujours aimé la langue française comme étant une langue fraternelle. Alors on est parfois déçu quand on recherche la fraternité, mais je n'imaginais pas que la langue française puisse véhiculer quelque chose d'autre que la vocation de la France, comme médiateur dans le monde, que la vocation de la France comme un message de liberté. Et de ce point de vue-là, c'est un appel pour chacun d'entre nous à aller plus haut et plus loin. Nous sommes parfois en retrait et parfois décevants par rapport à notre langue. Il y a des gens qui se récitent des poèmes quand ils s'ennuient, hein, dans les réunions par exemple, ça vous est arrivé ça? Oui, moins de me réciter des poèmes que de me remémorer des situations, des aventures romanesques. Oui, bien sûr. C'est quoi le scénario qui vous... Oh, il y en a beaucoup, mais c'est toujours cette alliance entre l'homme et la nature. Et c'est vrai que la poésie française, depuis Ronsard, Du Bellay, jusqu'à Rimbaud, est toujours dans cette quête de la place de l'homme dans la nature. Monsieur le Premier ministre, merci. En Suisse, pour le Club suisse de la presse de Guy Métan qui fête ses 15 ans, vous avez un passé riche, on l'évoquait. L'avenir, c'est quoi? D'une phrase, l'avenir d'un Dominique de Villepin. L'avenir, c'est l'avenir. Et c'est-à-dire que c'est un grand point d'interrogation, et c'est ce qui est merveilleux. Vous savez, on ne devient très vieux que quand l'avenir est écrit. Moi, j'ai cette chance, l'avenir n'est pas écrit, et tout est possible. Je me rappelle quand j'avais 20 et quelques années, je sortais de l'ENA, et je croisais une des figures de l'époque qui était président de la Société des Terres Rouges, qui est une société qui était implantée au Vietnam. Et il me disait, mais qu'est-ce que vous faites dans l'administration? Je lui ai dit, écoutez, vous me proposez demain de prendre la tête des Sociétés des Terres Rouges en Indochine, je suis votre homme. J'aime l'aventure et j'aime le monde. L'un des grands drames de l'Europe aujourd'hui, c'est de ne pas comprendre, de ne pas aimer suffisamment le monde. Le monde est fait pour nous, à condition que nous sachions le décrypter, le décoder, le comprendre, le saisir.
Et nous sommes en train de commettre des erreurs formidables sur les évolutions au Moyen-Orient, sur les évolutions en Afrique, sur les évolutions en Asie, parce que nous vivons avec des schémas tout faits, nous vivons avec des idées reçues. Le monde a changé, nos métiers ont changé. Un banquier aujourd'hui ne peut pas regarder le monde comme il le regardait il y a 10 ans. Il n'y a plus de certitude. J'aime ce monde de questions et je crois qu'il faut écrire sa vie avec le même enthousiasme. Merci, Dominique de Villepin. Merci beaucoup.